Je rentre dans la Croix-Rouge. Comme toujours, c'est le meilleur moyen d'être surpris quand on ne sait pas exactement quoi chercher. Dans le bac à jouer, je vois un vrac de Lego avec certaines pièces qui me semblent provenir d'un set que j'ai vu dans un magazine de Noël 2001. Je rentre chez moi, nettoie les pièces, trouve la notice sur internet, le remonte, et bingo, le set est complet. Suite à quelques recherches, il s'agit du Droid DK, mais dans sa version Lego technique, précisément le Lego numéro 8002. Que ne fut pas ma surprise d'apprendre que cette gamme de robots Lego Technic fut mise en vente juste avant la première saison de Bionicle et en utilisant exactement les mêmes pièces. Ces pièces furent utilisées pour la première fois dans le Droid DK en question, ce qui fait de lui le prototype de ma licence de jouet préférée. 2 minutes plus tard, je me rends sur les sites de cote ainsi que sur les sites de vente pour connaître la demande réelle. Mon investissement de 1 euro, après avoir remplacé quelques vieux élastiques, s'est vu multiplié par 250. Mais ce n'est pas pour autant que je voudrais le vendre. Sa valeur affective, accompagnée de cette petite quête, donne à cet objet banal quelque chose d'inestimable. Je m'appelle Xavier Afflinger. Étudiant en quatrième année aux Beaux-Arts de Montpellier, mon mémoire de fin d'études porte sur les collections de jouets. Mes recherches vont se développer sous la forme d'interviews de collectionneurs afin de comprendre leur intérêt et leur dévouement. Au cours de mes investigations nocturnes, une vidéo YouTube m'a interpellé. Un groupe d'experts en jouets font une trouvaille monstre. Un entrepôt d'Hasbro rempli de ce que Archaeotoys qualifie d'un quasi-trésor national. Archaeotoys. Nous le remercions d'avoir accepté de nous partager sa passion et son parcours. Le parcours du boss final des collectionneurs de jouets dans l'Hexagone. La date exacte, c'est octobre 99. Je découvre un magazine qui s'appelle Dixième Planète et je me prends une claque parce que, en gros, je suis un adolescent à ce moment-là, hein, j'ai 14 ans et on m'explique par A plus B qu'il faut que je me sépare de mes jouets et qu'on les vende ou qu'on les donne à des cousins ou qu'on les mette au grenier. En tout cas, mes héros d'enfance, c'est fini, quoi. Et je me rends compte que non seulement, visiblement, des adultes collectionnent les jouets, puisqu'il y a un magazine, c'est pas un truc pour petits, mais en plus, ils utilisent tout un vocabulaire, enfin, le truc est très vernaculaire, je me rends compte qu'il y a des gens qui collectionnent des jouets des années 70, un truc totalement fou, des jouets que je connais, puisque j'ai pu les voir à droite à gauche chez des cousins ou des oncles et tantes, ou dans la maison de vacances de la famille, j'étais tombé sur des vieux pif gadgets avec des pubs, et donc je reconnais certains jouets et je me dis, bah flûte, ça vaut ce prix-là. En plus, parce que souvent, il y avait des pubs avec certains tarifs. Et je me dis, waouh, un chevalier du Zodiaque, ça vaut 500 francs en fait. Mais truc de malade, tout le monde dans ma classe a des chevaliers du Zodiaque dont il veut plus. Donc, c'est à partir de ce moment-là, et rétrospectivement, je me rends compte que j'étais déjà bien mordu. Puisqu'un des premiers trucs que j'ai fait, c'est d'aller acheter les jouets de mes camarades de classe, en fait. En me renseignant sur qui avait quoi. Et ouais, ça date d'octobre 99 avec ce magazine qui me saute au visage. Je crois que c'était un hors-série en plus où il présentait la totalité des figurines Star Wars jamais sorties jusqu'en 1999. Donc ça faisait vraiment catalogue ultime. Et puis bah ça voulait bien dire que c'était un peu un truc sérieux en fait. À l'époque, c'est le seul magazine dédié aux produits dérivés et il y a déjà des magazines de jeux vidéo, il y a des magazines de jeux de rôle, il y en a Lotus Noir par exemple, ou Cassius Belli qui sont déjà prépubliés publiés à ce moment-là. Mais c'est vraiment la première fois où je me dis mais en fait le jouet c'est sérieux quoi. C'est pas un truc qu'on est obligé d'abandonner après 13 ou 14 Noël parce que la société a décidé que c'était fini quoi. C'est tout bête hein, mais je me revois encore dans le rayon presse de ce supermarché où je découvre le magazine. C'était il y a 25 ans, je serais capable d'y retourner là, sans souci, et de savoir exactement dans quel coin du supermarché je l'ai trouvé. Ça m'a vraiment marqué une claque. Et ensuite, ça a été compliqué parce que j'avais un budget mensuel d'argent de poche relativement limité.
et je pouvais pas m'acheter 2 magazines. Tu vois, je devais choisir entre le magazine de jeux vidéo et le magazine de jouets. Et coup de bol, Dixième Planète était un bimensuel, donc c'était une fois tous les 2 mois. Non, oui, un bimestriel. 2 fois par trimestre, un truc comme ça. Et du coup, bah, c'est aussi pour ça que j'ai pu continuer, enfin, à me l'acheter parce que bah, je pouvais toujours m'arranger avec mes parents juste pour avoir le petit billet en plus qui me permettait d'avoir, je sais pas, ça devait être 25 ou 30 francs, tu vois, pour pouvoir vivre ma passion. Et c'est vrai que pendant un long moment, on peut dire que j'étais un collectionneur de papier glacé, au sens où bah, ma collection, c'était surtout mes magazines qui parlaient de collection. Parce que j'avais pas de budget pour m'acheter des trucs rares ou tu vois ça a été un vecteur important ça. Dixième Planète a vraiment été un élément fondateur je pense pour pas mal de monde. C'est vrai que sur les collectionneurs qui ont 30-40 ans comme moi, on en parle souvent de Dixième Planète. Et je crois qu'Archeo Toys aussi a commencé un peu comme ça, en mode bon bah le magazine avait coulé en 2008 avec la crise économique, il y avait vraiment plus rien mis à part des forums et j'avais envie d'un magazine sur les jouets qui n'existaient plus. L'idée ça a été aussi de faire les choses par soi-même. Ah, alors aujourd'hui c'est les Tortues Ninja. Au tout début, je pense que je préférais les Chevaliers du Zodiaque, probablement enfin, pour une sorte de valeur, tu vois, c'était au début du milieu de la collection, c'était mieux vu de collectionner des trucs japonais que de collectionner des Tortues Ninja ou autres. Un copain, un vieux copain, genre un copain d'ado, on se connaît depuis le collège, qui m'a offert ses tortues d'enfance dans une jolie boîte en bois en plus, il avait mis un nœud. Et c'est là où je me suis dit, ah mais c'est vrai, c'est trop cool, les tortues, il y en avait beaucoup dans cette boîte, et certaines étaient rares, des modèles pas communs. Et c'est là où je me suis dit, bon, maintenant on va commencer à les collectionner sérieusement. C'est vrai que autant je collectionnais au tout début les Chevaliers Zodiac parce que tout le monde les collectionnait et que c'était le truc le plus hypé où il y avait la plus grosse communauté. Pour les tortues, c'était plus en mode questionnement en fait. Déjà sur moi-même, mais au-delà de ça, également sur les auteurs. Là maintenant, on sait à peu près tout sur les jouets Tortues Ninja. Il y a eu beaucoup de documentaires, beaucoup de livres, mais c'était pas le cas il y a 20 ans. Et le simple fait de reconnaître certains designs dans des personnages, déjà, ça m'avait questionné. Euh, des trucs tout bêtes, hein, de se dire tiens, cette espèce de chameau mutant me fait penser à tel comics indé des années 90. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, je me suis rendu compte assez vite que c'était les mêmes personnes. En fait. Que mon goût pour ces bizarreries-là était pas si bizarre que ça, puisqu'il y avait une vraie continuité. Quoi. Alors moi j'ai la chance ou la malédiction d'avoir grandi avec un papa collectionneur. Euh, alors j'ai aussi pas mal réfléchi depuis hier et je crois que j'ai même l'instant T pour lui. Je crois que mon père est devenu plus ou moins collectionneur ou en tout cas intéressé par les vieilleries. Le jour où il a voulu partager avec moi son train électrique qu'il avait chez ses parents, donc chez mes grands-parents. Et quand on y est allé pour le chercher, ma grand-mère nous a regardé avec les yeux les plus tristes du monde et nous a dit ah mais on l'a donné aux scouts, genre il y a un mois. Parce que les scouts organisaient un espèce de grand marché, et ils allaient chez les gens pour récupérer des encombrants quoi. Et je crois que c'est de là où mon père a commencé à thésauriser des trucs et dans le prolongement probablement que je m'y suis mis aussi. Après c'est une très bonne technique d'avoir un père collectionneur puisque il a tendance à se lever beaucoup plus tôt que moi le dimanche pour aller en brocante et je l'ai bien éduqué. Du coup il sait reconnaître les trucs chouettes et il m'a parfois ramené des super trésors à des prix défiant toute concurrence. Aussi parce que c'est un petit jeu avec le sourire et probablement que les gens qui en face ils voient moins un collectionneur ou un revendeur ou que sais-je, mais j'ai la chance, ouais, je sais pas si c'est forcément une chance d'avoir grandi avec un collectionneur, ce qui fait que pour moi c'est normalisé, dans mon entourage c'est normalisé aussi,
Mais j'ai eu de la chance aussi de trouver une compagne dont le papa était collectionneur de jeux de société. Donc, est-ce qu'on vit contre nous? C'est aussi la question qui se pose. Ou est-ce que tout le monde serait un peu collectionneur? Je ne l'ai pas encore découvert. Mais effectivement, autour de moi, c'est quand même beaucoup de gens qui ont des garages encombrés, ouais. C'est assez rigolo, puisqu'en plus j'ai parlé de toi et de cet entretien à des copains collectionneurs cet après-midi. Et on s'est posé des questions toutes bêtes, à savoir quand est-ce que, enfin, c'est quoi un collectionneur? Et puis surtout, est-ce qu'on est collectionneur si on a plusieurs objets? Ou est-ce que c'est pas si on en a qu'un? C'était notre grand débat. Si t'as une seule Ferrari, est-ce que t'es collectionneur de Ferrari? Ah, bah on n'a pas réussi à, à se mettre d'accord là-dessus. Je crois qu'il y a un rapport à l'objet qui est particulier, mais il y a aussi, enfin, moi je connais des collectionneurs qui arrivent sans vraiment rien connaître à certains sujets, qui arrivent à sentir un objet comme on pourrait reconnaître une œuvre d'art en fait, au milieu de plein de croûtes. Ils vont réussir à repérer, alors ça peut être la patine, ça peut être le travail du cuir pour une sacoche ou un truc comme ça, mais ils arrivent vraiment à sentir les beaux objets, même en étant totalement noob sur la finalité du truc, quoi. Donc je pense qu'il est collectionneur de... Mon père est collectionneur de plein de trucs, c'est-à-dire qu'il collectionne aussi bien les fers à repasser que les clochettes médiévales ou les fibules gallo-romaines. Il n'y a pas forcément de lien entre ces différents objets-là. Les monnaies aussi, il collectionne beaucoup de monnaies. Mais il y a cette idée de... Ah, est-ce qu'on peut appeler ça des archives personnelles? Je sais pas. Mais en tout cas, il y a l'idée de réunir et de trier. Mon père fait partie aussi de ces collectionneurs qui y voient aussi un revenu. Bon, même si c'est pas de ça dont il vit, hein, mais il vend beaucoup plus facilement que moi des objets de collecte. J'ai bien plus d'affect, je pense, pour les objets que je collectionne que sa génération. Après, peut-être que ça vient aussi avec le temps, hein. Là-dessus, j'ai pas encore la clé totale, je suis pas encore assez vieux. Mon père ne collectionne pas du tout les jouets, par exemple. Même pas ses jouets d'enfance. C'est un truc moi qui me questionne beaucoup. Comment ça se fait que lui n'ait pas touché un peu plus par l'envie de retrouver, je sais pas moi, des Thierry Lafronde ou des voitures Dinky Toys. Disons qu'on a on a une passion commune, en tout cas, la passion de la poussière et des objets qui prennent beaucoup de place. Mais c'est vrai qu'on n'a pas du tout la même vision de la chose en soi. Je pense que pour cette génération-là de collectionneurs, c'est avant tout une aventure solitaire, même s'ils se retrouvent entre collectionneurs qui vont faire des brocantes et qui boivent des cafés, mais on est vraiment dans l'idée de collection privée, quoi. C'est ma collection, et le jour où j'ai besoin d'argent pour acheter une maison secondaire, il n'y a pas de mal à vendre sa collection. Moi, je le vois plus comme des archives. Donc, on vend pas les archives. Les archives, c'est pour moi en tout cas en tout cas le travail de complétion qu'on peut faire avec nos collections font de nous des archivistes. Après, le principal intérêt, mais aussi le principal problème des collections privées, bah, c'est qu'elles sont privées. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où j'ai acheté un objet et il m'appartient, j'ai le droit de le détruire. Quand bien même il est rare et quand bien même il est exceptionnel, à partir du moment où c'est privé, bah, on n'a pas à s'intéresser à ce qu'il devient. Et c'est là où, quand on commence à toucher des sujets qui peuvent être liés à l'art, hein, d'ailleurs, je pense à certains collectionneurs ou certains artistes qui n'hésitent pas à détruire leurs œuvres pour les rendre mythiques. Ou légendaires, bah, on a tendance à dire qu'il y a à peu près autant de manières de collectionner que de collectionneurs. Moi, je pense qu'il n'y en a pas tant que ça. Je pense qu'il y en a 4 ou 5. Mais effectivement, moi, en tout cas, j'essaye d'être un archiviste et surtout bah, ne pas être simplement un archiviste privé qui accumule du contenu et du savoir dans son coin, mais surtout bah, le partager. Et mine de rien, c'est pas quelque chose de naturel chez les collectionneurs. La collection a longtemps été un peu mal vue, on appelle ça des jardins secrets par exemple, ou des hobbies, donc des choses qu'on fait
en loisir, c'est rarement vu comme quelque chose de sérieux, en tout cas en France, en tout cas à notre époque. On n'a pas, enfin, ou alors il faut être Bernard Arnault, en fait. Jamais on demande à la femme de Bernard Arnault si elle était d'accord qu'il claque 150 millions d'euros dans telle œuvre, ou pour les jouets, pour les jeux vidéo, ou même pour les collectionneurs de voitures, parce que j'ai de bons copains qui sont collectionneurs de voitures, et puis les vitrines sont plus grosses, pour le coup. Bah là, il y a une espèce de pression sociale, comme on est dans l'inutile, mais il n'y a rien de plus inutile qu'une collection, bah, est-ce qu'on... je sais pas si on peut parler de normalité, mais en tout cas, on n'entre plus dans la moyenne. Et ça s'explique, hein, je pense que le commun des mortels a peut-être besoin de limites. Et de se dire, oui, avoir une pièce consacrée aux jouets, c'est déjà beaucoup, mais je connais des gens qui ont des maisons consacrées aux jouets, qu'on fait faire des annexes uniquement consacrées à leur collection. Le grand public ne le comprend plus, et là je pense qu'on... Enfin, c'est peut-être aussi pour ça que les collectionneurs sont le plus souvent... enfin, les articles sur les collectionneurs se font le plus souvent dans les pages insolites des magazines ou des journaux. C'est souvent le titre qui est utilisé. On cherche l'insolite chez le collectionneur parce que bah, il n'est pas comme tout le monde. Il a ce besoin d'amasser. On comprend pas trop pourquoi. D'ailleurs, souvent on comprend pas ce qu'il dit. Le collectionneur utilise son propre langage. Enfin, il y a des choses qui sont quand même très particulières dans ces milieux-là et qui sont, bah, pour le coup, un peu obscur. Ce que j'essaye vraiment de faire avec Archeo Toys, bah, c'était de prendre ma collecte et de me justifier auprès de la société en me disant on va en faire quelque chose. En fait, on va créer du contenu avec ce savoir que j'ai emmagasiné. J'avais la possibilité de me faire un très joli décor avec ma collection. Et je pense que l'acte fondateur de la chaîne, c'est ça, quoi. Arriver à... Oui, j'avais 30 ans à l'époque quand j'ai dû lancer la chaîne. C'est peut-être la crise de la trentaine. Ma compagne n'était pas spécialement contre, mais bon, ça prend de la place, hein, de collectionner des jouets. Est-ce que ça valait le coup de continuer, ou est-ce que c'était des souvenirs à mettre en carton et à se dire, ah, à l'époque, j'ai eu quand même quelques beaux objets. Pour l'instant, l'histoire me donne raison, mais j'ai fait le choix inverse de me dire, bon, bah, si moi ça me plaît et que j'en sens le besoin, peut-être que je suis pas le seul. Et bah, on va essayer de montrer aux gens qu'on n'est pas des caricatures de reportages TF1, quoi. Parce que c'était aussi ça le danger quand on commençait à collectionner dans les années 2000-2010, c'est que bah, le collectionneur, ouais, c'était la personnalité insolite qu'on invite dans les émissions de l'après-midi, où on explique que Jean Didier collectionne les maillots de cyclistes, et puis on est plus dans la démonstration d'un phénomène de foire que dans le partage d'une passion. Et c'est vrai que c'est la magie de YouTube aussi. Là, je savais que j'allais pouvoir moi-même bah, tenir la ligne éditoriale et y raconter ce que je voulais. Pour la petite histoire, juste avant le lancement d'Archeo Toys, Davy Mourier, donc, qui est un auteur de BD, un vidéaste et qui est aussi un collectionneur reconnu, avait fait l'objet d'un reportage, il me semble que c'était Envoyé spécial, où on le faisait vraiment passer pour un fou, où ils lui ont demandé de manger son petit déjeuner dans des bols des années 80. Enfin, ils ont vraiment scénarisé le truc, et surtout quand on connaît Davy, le reportage est vraiment ridicule. Et j'avais probablement envie aussi de me battre contre ça, ou en tout cas de montrer autre chose, de récupérer le micro, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai qu'Internet, pour ça, était assez génial, même si on s'est plutôt fédéré sur des endroits fermés, comme les forums, où il fallait s'inscrire, il fallait se présenter, on ne pouvait pas interagir aussi facilement que sur les réseaux sociaux. Et ça a, je pense, transformé notre vision de la collection, mais plus largement notre vision de la communauté des collectionneurs. Si grâce au forum je pouvais communiquer avec des gens à l'autre bout de la France, là pour le coup grâce à YouTube, bah, j'arrive à parler à des gens à l'autre bout du monde. Ça a vraiment changé d'échelle. Et là où on était 300 sur un forum, bah, on est 80 000 sur une chaîne qui parle que de jouets. C'est quand même assez fou. Enfin,
quand j'ai lancé la chaîne, je pensais pas qu'on dépasserait les 10 000 en fait. J'espérais qu'on ferait des jolis scores, hein, mais je pensais pas qu'il y avait 10 000 collectionneurs de jouets en France. Aujourd'hui, on a prouvé que c'est au-delà des collectionneurs hardcore, même les nostalgiques curieux et même les jeunes générations qui ont compris que c'était de la culture pop et donc c'était de la culture et que peut-être pour mieux comprendre leur époque, il fallait regarder également ces sujets-là. Bah, on en arrive à ouais, à avoir une communauté de gens qui visiblement aiment les jouets, mais en plus sont, enfin je pense qu'un abonné d'Arkeo Toys aujourd'hui est vachement plus savant que moi il y a 10 ans par exemple. Il y a cette notion de partage, de recherche et de découverte aussi, parce qu'on a fait plein de découvertes ces dernières années. Au-delà du simple fait que ce soit vieux, que ça vaille cher, à mon sens, le jouet, c'était un petit peu le dernier parent pauvre de la culture pop. C'est-à-dire qu'on a vraiment étudié le cinéma autant qu'on a pu des années 70, 80 jusqu'à 2000. Maintenant, on connaît toute l'histoire du cinéma depuis la création du cinéma. Ensuite, on en est venu aux séries télé quand les gens ont poncé. On a eu les comics. Maintenant, on sait qui est l'auteur de la moindre case de Superman ou de Batman. Mais le jouet restait vraiment bah, moins étudié, peut-être parce que plus commercial. Et pourtant, c'est probablement celui qui a le plus, enfin, l'objet et le sujet qui a le plus d'action sur nos vies. C'est ça qui me posait question. Autant, bon, tout le monde a lu Tintin, mais si on pousse vraiment, il y a encore plus de gens qui ont joué avec la girafe Sophie, par exemple. Et pourtant, on se pose beaucoup moins de questions sur la girafe Sophie que sur Tintin. Donc c'est vraiment ce que j'ai essayé d'apporter avec via ma collection avant tout, et puis également via la chaîne. Pour moi, le lore du jouet, c'est pas tant la licence avec par exemple, les jouets aliens ne m'intéressent pas tant pour le film Alien. Et pourtant, très souvent, ma génération découvrait ces grosses licences via leurs ersatz version jouet. Alien interdit aux moins de 16 ans, on a quand même eu des jouets. Predator interdit aux moins de 16 ans, on a quand même eu des jouets. C'était une constante. On a eu des jouets Rambo, on a eu des jouets Chuck Norris, des films qui étaient impossibles à voir pour un enfant. On aurait été refusé dans les salles et ils étaient diffusés tard le soir quand ça passait quand ces films-là passaient enfin à la télé. Le jouet m'a plus intéressé, en tout cas le lore autour du jouet m'a plus intéressé en termes d'industrie. Comprendre que, par exemple, ceux qui vendaient les jouets Star Wars dans les années 70, c'était ceux qui vendaient les mécanos. Alors que les mécanos, c'est ringard, tu vois. Mais c'est eux qui ont vendu les jouets Star Wars les plus rares. Donc c'est plus le lore du toy game, donc de l'industrie du jouet, que les licences en elles-mêmes. La notion d'industrie du loisir, de société de loisirs, m'intéressait beaucoup. Et à l'époque, alors je pense que j'avais 20 ans, 22 ans, je lisais beaucoup Bourdieu. Et mine de rien, il n'y a rien de plus bourdieusien que le jouet en fait. En gros, on nous parlait de la culture pop qu'en termes de problèmes. À mon époque. Ce qui m'a intéressé, par exemple, c'était de comprendre si vraiment Ségolène Royal avait supprimé Dragon Ball Z de TF1. Il y avait plein de semi-légendes comme ça. On se souvenait des cartes Kratos parce que le commandant Cousteau avait envoyé une lettre à 35 000 exemplaires pour expliquer aux parents que si on nous laissait des cartes Kratos, on allait tomber dans la cocaïne. C'est vraiment marqué dans la lettre, tu vois. Il faudra pas vous plaindre s'il termine à la cocaïne. Et en fait, chez moi, et je pense que c'était chez le cas de beaucoup de personnes à l'époque, le lore des jouets, c'était pas tant ce qu'on voyait à la télé que la négo que tu devais mener avec tes parents pour pouvoir avoir ce jouet. Le Dragon Ball c'était trop violent, les Chevaliers Zodiac c'était japonais, Musclor, bah quand même c'est un type en slip. Donc j'ai dû développer très tôt un argumentaire pour pouvoir justifier de ces héros, oui, qui étaient clairement pas ce dont rêvaient nos parents, tu vois, ils auraient clairement préféré nous voir jouer avec des Lego et des kits de petits chimistes pour devenir ingénieurs.
clairement aujourd'hui, je les achète plus que pour l'histoire qu'ils peuvent générer, enfin, qu'ils portent. J'ai la chance de collectionner depuis très longtemps, donc maintenant, ce dont je rêvais vraiment il y a 20 ans, j'ai à peu près tout. Tu vois. Alors, ça peut paraître terrible. En fait, c'est plutôt rassurant parce que j'ai tout et pourtant, je n'arrive toujours pas à tout exposer comme je voudrais. Le jour où ce sera exposé comme je veux, peut-être que je me dirai ah, mais il me manque encore ça et ça. Et même au-delà de ça, en fait, la marchandisation des objets rétro, enfin, quand j'ai commencé, ça intéressait personne, donc c'était facile d'acheter des Tortues Ninja. T'en achetais 100 des fois pour 10 euros complète, le type se débarrassait, c'était cool. Là, aujourd'hui, tout est devenu tellement cher que, en fait, j'aurais même pas les moyens de, oui, même pas d'avoir un dixième de ce que j'ai là aujourd'hui, mais je préfère viser, ouais, des objets qui sont intéressants. Et un objet intéressant pour moi, c'est un objet qui a avant tout une histoire que je connais ou que je vais découvrir, mais un objet qui pose question. Un de mes derniers achats en objet rétro, une copie de poupée Build Lily, donc la poupée qui a inspiré Barbie. Et vraiment, je l'ai acheté que parce que pour moi, elle représente, enfin, pour l'histoire qu'elle porte, quoi. Je- J'ai pas d'intérêt ou de collection de poupées chez moi. Par contre, j'ai des poupées dans ma collection. Je suis passé par à peu près tout, même les salles de vente. Ça m'est arrivé de participer à des ventes aux enchères, que ce soit du coup en réel ou en ligne. Aujourd'hui, en fait, j'achète plus à des collectionneurs. C'est rare que je passe par les petites annonces. En fait, ça fait longtemps que j'ai pas acheté sur Vinted. Mais c'est aussi, je pense, j'ai trop de choses, les trucs spécifiques que je vais chercher. Je peux pas simplement jeter une bouteille à la mer en espérant trouver sur le bon coin telle figurine japonaise de 1976 ou autre. Et mine de rien, bah, je peux pas m'en plaindre. Comme j'ai pu créer une grosse communauté autour de moi, j'ai beaucoup de gens qui me proposent des choses tout le temps. Ah si, tiens, oui, bah, j'ai failli oublier. En fait, non, j'ai acheté un autre truc. Il y a un mois et demi, j'ai été acheter le porte-avions de G.I. Joe. Comment j'ai pu oublier ce truc? Qui est le plus grand jouet sorti de tous les temps. Donc oui, j'ai oublié qu'il y a un mois et demi, j'ai été acheter un porte-avions qui fait 2,30 m, mais que j'ai décidé de ne pas garder, par exemple. Tu vois, il y a des fois j'achète des trucs, mais c'est pas pour moi. Il partira chez un copain collectionneur et je lui revends au tarif que je l'ai payé. Enfin, tu vois, on fait pas d'argent. Mais sinon, oui, je fais plus confiance à la commu, on va dire. Et sinon, j'aime beaucoup les brocantes, même si j'ai tendance à ne strictement plus rien trouver. J'ai arrêté les brocantes à 5h30 du matin avec la lampe de poche. C'est bon pour personne. Maintenant, j'y vais en mode tranquille à 10h30 après que les ratisseurs soient passés. Une fois que j'ai pris mon petit déj, c'est important de profiter des siens un dimanche. Et si je trouve un truc chouette, bah, ou qui me questionne, tant mieux. Mais j'y vais plus pour la chasse. Aujourd'hui, on va dire que j'achète moins d'un tiers de ce que je reçois. Je travaille beaucoup avec des marques, donc c'est pas rare qu'ils m'envoient même des choses anciennes pour savoir ce que c'est, ou puisque je leur sers un peu d'expert, on peut dire. Donc, je pense que je dépense un peu moins de 1 000 € par mois dans les jouets, mais c'est au-delà de moi en fait. Tu vois, c'est pour la chaîne, pour plein de trucs, pour des concours, mais oui, je pense que je dépense facilement 10 000 € en jouets par an. Après, je suis conscient que je suis dans le 0,001%. Je suis vraiment absolument pas représentatif du milieu de la collecte. Et surtout, bah, c'est peut-être ça le plus fou. Mon métier aujourd'hui, c'est d'être collectionneur en fait. C'est devenu mon activité principale, donc c'est même pas tant de acheter des trucs pour les acheter. Si ça m'est arrivé d'acheter des choses très chères, par exemple des catalogues
ou même des plaquettes de quelques pages, mais je les achète pour leur valeur documentaire et informative. C'est des choses qui n'ont jamais été scannées, tu vois, des vieux papiers qui ont 30 ou 40 ans. Là, par exemple, je travaille sur un parc d'attractions dédié à Tintin qui a ouvert dans les années 60 et qui n'a pas ouvert longtemps. J'ai pu trouver des documents vraiment exceptionnels, mais pour le coup, oui, ça a coûté relativement cher. Est-ce que je dois considérer ça comme ma collection? Puisque une fois que ça a servi pour une vidéo, ça reste dans mes archives. Je saurais pas te dire exactement s'il faut que je les garde, enfin que je considère que ça rentre dans le budget ou non. Je crois que j'ai cette chance-là maintenant, en fait, de plus. C'est horrible comme réponse, hein, mais je vais répondre. L'argent n'est pas un problème. En tout cas, c'est la manière dont j'essaye de poser les choses aujourd'hui avec le jouet. Mais ouais, j'en ai trop, quoi. J'ai des copains, alors peut-être que ça vient aussi avec le temps. J'ai des copains plus âgés que moi qui effectivement finissent par en revenir. Ils sont presque dégoûtés. Ils en ont eu trop. J'essaye de me préserver de ça au maximum. Et puis surtout, bah, contrairement à eux, bah, c'est mon gagne-pain au sens où où je peux pas trop me permettre de me dire ah non cette semaine les jouets la flemme. Il faut que je continue mes recherches parce que les gens les attendent et je me suis vraiment enchaîné à mon sujet en fait. C'était un peu un tonneau des Danaïdes. Mais après c'est le tonneau que j'ai choisi. Si on m'avait dit tu feras des contenus sur des voitures et tu collectionneras les voitures, j'aurais peut-être pas tenu aussi longtemps. D'ailleurs pour la blague, j'ai refait des listes pour 2024. Donc j'ai regardé, on a 180 vidéos pour Archeo Toys. Donc 180 sujets différents et on en a encore quelques centaines pour la suite. Donc c'est quasiment infini en fait. Pareil, j'aurais pas imaginé que je trouverais encore le sujet passionnant après 8 ans à le poncer. La complétion n'est pas une donnée importante à mes yeux. C'est un truc important qu'il faut dire tout de suite. Je ne suis pas un complétiste, mais oui, j'ai des full sets, comme disent les jeunes. Euh, Souvent, c'est déceptif parce que quand on a, enfin voilà, quand on a réussi à compléter la série, on se rend souvent compte que les pièces vraiment, enfin, soit on s'arrête là et on se dit c'est bon, j'ai terminé, je la mets dans ma vitrine. Soit on va se poser des questions, on va se dire ah mais est-ce qu'il n'y a pas eu des prototypes qui avaient d'autres têtes? Est-ce que il n'y a pas eu des personnages annulés au dernier moment? Est-ce que il n'y a pas eu des personnages qui sont sortis qu'au Brésil? La notion de complétion me fait peur. Au sens où c'est comme une autobiographie avec un point, tu vois, ce que à la fin. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fini, tu as fini. Mais c'est vrai que la complétion est aussi un marqueur social. Quelqu'un qui peut terminer une collection, alors soyons fous, ça peut être des fèves, comme ça peut être des jouets Star Wars vintage des années 70. Bah, ça démontre qu'il est capable d'aller au bout, qu'il a probablement fait des sacrifices pour y arriver. C'est pas un truc que je mets en avant. Par exemple, j'avais fait exprès de ne pas mettre dans mon décor, l'ancien décor Archeo Toys, des séries complètes. Pour ne pas lancer les gens là-dessus, en fait. Parce que chez les collectionneurs, on n'est pas très très loin pour certains de la maladie, en fait, de cette idée de compléter. Parce que ça s'arrête pas simplement à avoir tout le catalogue. Après, tu vas chercher les variantes. Donc, tiens, bah, y a eu 2 usines qui ont fabriqué telle figurine, il te faut le Made in Taïwan et le Made in Corée. Sinon, c'est-à-dire, au lieu d'avoir une série complète à 172 figurines, elle passe au double, et puis tu te rends compte qu'en fait, les Ukrainiens en avaient fabriqué dans leur garage. Donc, c'est un vrai tonneau des Danaïdes, pour le coup, mais qui est beaucoup moins agréable. Je viens de déménager, donc tout est en carton. Il y a juste mon E.T. taille réelle qui est sorti et qui est en train de me regarder en ce moment même. Et j'ai fait le choix de faire des meubles sur mesure cette fois-ci. Donc normalement dans moins d'un mois, il y aura un nouveau décor pour Archeo Toys en dur avec, je crois que rien que pour le meuble de tournage, il y a eu 8,50 m linéaires.
d'étagères pour pouvoir stocker un maximum de figurines. Le problème, c'est que je collectionne aussi beaucoup d'objets liés aux jouets. Ça peut être des prototypes, ça peut être des croquis de pré-production, ça peut être des publicités sur lieu de vente. Dans mon salon, il y a un enfant Lego taille réelle qui fait peur à tous les gens qui viennent me voir. J'essaye de partager cette collection avec les visiteurs qui viennent à la maison, mais je te cache pas que c'est compliqué souvent pour eux de comprendre. Dans mon ancienne maison, j'avais un studio dans lequel je tournais et j'avais une toy room. Donc c'est assez rare que les gens aient des toy rooms. Donc une pièce entièrement dédiée à mes figurines où là effectivement l'essentiel était exposé, mais j'avais encore 20 mètres cubes de trucs en carton dans le garage. Donc je n'expose pas tout. C'est plus un problème de place et peut-être aussi un problème de conservation. Mais ça, on pourrait y revenir. Il y a des choses qu'on ne peut pas trop exposer, sous peine de les voir durer pas longtemps. Là, je peux te donner une idée. J'avais mis sous cadre des dessins originaux du dessin animé Sonic et du dessin animé Mario. Et je les ai laissés quoi 1 an et demi dans un couloir. Et là, je viens de me rendre compte qu'elles étaient quand même vachement jaunies en simplement 1 an et demi, quoi. Je vais les retirer des cadres. Et effectivement, ça, c'est des pièces que je n'exposerai plus. Parce que visiblement, elles se dégradent à cause des conditions d'exposition. Après, j'ai quand même un paquet de merdouilles que j'exposerai probablement jamais. Mais on va dire que même le dernier des Lego mâchonnés qu'il doit y avoir au fond d'un carton dans mon garage fait partie de mon histoire. Il y a des jouets que je ne vendrai jamais ou que je ne jetterai jamais, et même des fois des trucs qui paraissent un peu ridicules. Il suffit que ce soit un copain qui me l'a offert ou un membre de la commu que j'ai rencontré sur un salon qui me fait un cadeau. Euh, je me verrais vraiment, d'une part, c'est impossible de les vendre, mais c'est encore plus impossible de s'en débarrasser, quoi. Tu sais, c'est comme les dessins d'enfants. Quand tu reçois un dessin d'un neveu ou d'une nièce, au bout de 2 3 ans, tu te poses la question de si tu vas le jeter ou pas, parce qu'il est devenu tout jaune sur ton frigo et que c'est quand même pas top top. Bah, je crois que je suis du genre à ne jamais jeter les dessins, quitte à les ressortir pour leurs 18 ans pour leur faire honte. C'est un truc très douloureux et, comme je te disais, probablement plus douloureux pour moi que pour mon père. Mais oui, non, enfin, c'est aussi thésaurisé pour garder une poire pour la soif, quoi. Ça m'est arrivé. J'ai j'ai eu une carrière artistique avec des hauts et des bas. Ça m'est arrivé d'être vraiment dans le rouge vif, noir, bordeaux, bien comme il faut, où vraiment j'avais besoin d'argent frais. Évidemment, je préfère manger que d'avoir des jouets. Mais ça a à chaque fois été un vrai déchirement. Et ça m'est même arrivé enfin, ouais, quasiment à chaque fois en fait, d'aller racheter les jouets que j'avais laissés dans des boutiques en dépôt-vente ou autre, moi-même, une fois que je m'étais refait, quoi. Oui, j'ai l'impression d'être un mauvais musicien qui va mettre sa guitare au clou pour payer son loyer, mais ça m'est arrivé il y a longtemps, hein, mais ouais, ça m'arrivait de devoir financer un mois un peu compliqué avec quelques figurines, et c'était dur, ouais. D'ailleurs, je pense que le type qui me les rachetait faisait en sorte de les garder, de les mettre de côté, de pas trop les vendre pour être à peu près sûr que je les retrouve la fois où je reviendrai. À peu près au moment du Covid, il y a un collectionneur Star Wars assez connu dans la communauté qui est décédé. Et du jour au lendemain, là, on a vu quasiment en direct en fait sa collection qui était vraiment incroyable, qui était vraiment le résultat de 30 ans de recherche, de travail. Tout a été vendu en 3 semaines par ses proches. Et à des prix très bas, enfin, vraiment ça a été dispersé. J'avais vraiment été choqué et j'étais franchement triste pour lui parce que je pense que il aurait préféré que ça se termine chez ses copains en fait. Mais bon, l'histoire fait que. Et se posait du coup la question de ce que deviendraient mes propres objets de folie le jour où je disparais. Bon, c'est à ce moment-là qu'on a découvert le musée du jouet de Moran en Montagne, qui est en mesure de pouvoir accueillir des dons. Donc
Là, actuellement, vu qu'on n'a rien prévu d'autre, si je me faisais écraser par un bus en sortant de chez moi tout à l'heure, je pense que l'essentiel irait au musée du jouet de Morin en montagne. Mais à terme, je pense qu'on va en venir à la même chose qu'avec le jeu vidéo, avec des fondations qui permettent à des gros collectionneurs qui ne veulent pas forcément financiariser leur collection, bah, de pouvoir les préserver dans le temps. Je pense à MO5 par exemple pour le jeu vidéo qui fait un très très beau travail de conservation. Pour le jouet, c'est souvent plus long. Je pense que ça viendra peut-être d'ici 10-15 ans, quand on commencera à voir des grosses collectes disparaître peut-être. Mais j'espère en tout cas que ça terminera dans un musée ou en tout cas qu'une partie, certaines pièces pourront être récupérées, pas tant pour on va dire, devenir un collectionneur célèbre. Je sais pas pour toi, mais j'aimais beaucoup dans les muséums quand j'étais petit aller me promener parce qu'on voyait, tu sais, sur les oiseaux empaillés, on voyait à qui ils avaient appartenu avant. De la collection de monsieur. Et mine de rien, pour la collectionneur, c'est synonyme d'immortalité, ça. Et autant ça s'est beaucoup fait sur les collectionneurs de animaux empaillés ou, ou sur les explorateurs ou dans la gémologie, ce genre de choses. Autant pour le jouet, aujourd'hui, ça reste impensable. Mais ouais, j'aime beaucoup l'idée du musée de Moiran, puisque comme c'est un musée national, ils sont musée de France. Le jour où, par malheur, le musée ferme, tout est rapatrié au Louvre. Et me dire que mes Batman et mes Tortues Ninja et les archives d'Archaeotoys pourraient peut-être terminer à la BNF, voilà, je pense que c'est comme ça qu'on continue à exister, puisque effectivement, c'est des questions qu'on se pose depuis longtemps, qui sont posées notamment quand on a fait la grosse découverte chez Hasbro avec ces archives assez folles. Il y avait l'équivalent de 4 semi-remorques de jouets neufs des années 60 à 2000, et le stock est évalué à un peu plus de 3 millions d'euros. Donc ils ont proposé de partir avec. Mais bah, pour le coup, enfin, c'est une charge terrible en fait. Puisque si on accepte ce type d'archives, ce type de trésor, parce que pour moi on frôle le trésor national, euh, bah, le travail c'est pas tant d'en profiter que de le préserver pour en permettre l'étude. Et ça, je suis pas sûr que les autorités soient prêtes à fournir des hangars ventilés de grande taille pour des jouets. Peut-être pas encore le bon moment. Peut-être qu'on verra quand ma génération arrivera au moment de la retraite, que Gabriel Attal sera un Premier ministre âgé de 65 ans. Peut-être qu'on commencera à regarder la culture pop avec cet œil-là. Mais ce qui est assez fou, c'est de se dire que le jouet revient dans toutes les populations, enfin la mode du jouet et l'étude du jouet, la collection de jouets, revient chez à peu près toutes les populations vieillissantes. C'est le cas au Japon depuis quasiment une quarantaine d'années, c'est le cas aux États-Unis depuis oui, une vingtaine d'années, et en France, en Europe, ça fait on va dire moins de 10 ans que là, la sauce prend vraiment. On représente un budget assez colossal annuellement. Le collectionneur de jouets représentait l'adulte consommateur de jouets, c'est comme ça qu'on l'appelle, représentait quasiment 30% des ventes à Noël 2022. On n'a pas encore les chiffres pour 2023. C'est un chiffre qui est énorme, hein, mais qui s'explique aussi par le fait que les enfants jouent de moins en moins. Donc le gâteau est moins gros. Et forcément, la part des collectionneurs paraît plus grande. Mais enfin, des collectionneurs adultes paraît plus grande. Mais on sait aussi que ta génération, donc la génération qui a une vingtaine d'années aujourd'hui, collectionne bien plus que la mienne. À 20 ans, je connaissais pas d'autres mecs de mon âge qui collectionnaient des cartes Pokémon ou des cartes Yu-Gi-Oh! Dans ta génération, c'est peut-être plutôt le contraire. Trouver quelqu'un qu'on n'a pas eu. J'ai une petite fille depuis peu, donc la question se posera. Je lui souhaite pas forcément, parce que c'est plus une charge, même une charge mentale, hein, qu'autre chose. On parle d'objets de prix, enfin c'est pas forcément le bon plan, je pense, d'hériter d'une grosse collecte. J'ai des amis un peu plus âgés que moi qui ont des enfants, du coup, qui maintenant ont une quinzaine d'années, et je me souviens, ça m'avait un peu choqué d'ailleurs, que quand ils avaient 7-8 ans, ils étaient justement très conscients de la valeur de la collection de leur
papa ou de leur maman. Et ils n'hésitaient pas à leur dire non, mais quand tu mourras, de toute façon, t'inquiète, je vendrai tout, je serai riche et tout. Et je t'avoue que je trouve ça assez terrifiant. Donc on verra si ma fille est touchée de la même manière, mais j'espère qu'elle se forgera ses propres souvenirs de jouets et que je ne serai justement pas un papa qui l'obligera à jouer avec des jouets des années 80 parce qu'ils seraient mieux que ceux d'aujourd'hui. Donc je pense qu'on sera plutôt du genre à aller dans les magasins et à faire des razzias tous les deux. Parce que j'aime beaucoup les jouets neufs aussi. Le jouet d'aujourd'hui m'intéresse de la même manière que le jouet ancien, même si bah, j'ai moins d'intérêt à en acheter pour le moment. Bon, là, j'ai quand même acheté beaucoup de jouets premier âge ces derniers temps. Mais je t'avoue que j'ai hâte en fait, que ma fille ait l'âge de pouvoir jouer au Sylvanians ou à la Patte Patrouille. Je vais faire des razzias. Oh, ça va être trop bien. J'aurai une bonne excuse pour aller acheter des Sylvanians. Et c'est donc des petits animaux anthropomorphes qui vivent dans des petites maisons. T'as la famille lapin, Moi, j'ai des pet la shops. famille écureuil. Allez, pet shop. Ah, c'est rigolo que tu fasses référence à ça. C'est les pet shops. Ah oui, toi, t'as connu ceux avec les grands yeux en plus. Oui. Ceux qui faisaient peur. Moi, j'ai connu la première génération qu'on appelait mes tout petits amis. Pour la blague, quand Kenner sort ce qui deviendra les pet shops, l'excuse c'est ah oui, mais maintenant les gens vivent en appartement donc ils ont plus la place d'avoir des animaux. Donc on va vendre aux enfants des animaux en plastique qui feront des trucs. Et effectivement, les pet shops de ta génération, les pet shops de 2006, surfaient déjà vraiment sur le côté rareté artificielle et collectionnite, quoi. On en a trouvé quelques milliers chez Hasbro, hein, Ah ouais, qui étaient toutes différent. pourries. Ben, ouais, ah oui, je pense qu'il y avait un exemplaire de chaque. De toute façon, c'était quasiment ça. Mais ça devait être une série de 2011, il me semble, de ce que m'avait dit Stéphane Lapuce, qui est un spécialiste des pet shops qui nous accompagnait là-bas. C'est une série avec un élastique dans la tête, et en fait, les élastiques pourrissent avec le temps. Et donc, quand on les a sortis, on avait surtout des pet shops qui étaient décapités. Mais ça pose, tu vois, à moins de 20 ans, ça pose déjà la question de la conservation de ce jouet. Ça veut dire que si tu arrives à en trouver avec la tête complète et que l'élastique n'a pas pourri, bah déjà il est rare. Ou en tout cas il est plus rare que la moyenne. Souvent sur des vieux Lego Technique, il faut remplacer les élastiques qui ont sauté. Ah bah oui, les fameuses, les joints toriques en Lego technique, ouais. Ça a été une sacrée affaire. J'ai reçu un message de Billy Boy. Donc Billy Boy, c'est un créateur de Barbie dont j'ai parlé sur la chaîne fin novembre. Et là, ils m'ont carrément contacté pour me dire que la vidéo était géniale et qu'ils allaient m'envoyer leurs archives. Donc je t'avoue que c'est une grosse claque. Je m'y attendais pas. Mais c'est, je pense, la plus belle récompense. C'est pas les premiers en plus qui me font ça, qui me contactent et qui m'envoient ensuite des documents hyper rares ou des trucs dont j'ai parlé. Je ne m'attendais pas à avoir une vraie incidence, un vrai effet sur la vie des gens dont je parle. Et la prise de conscience est pas si vieille que ça d'ailleurs. Il y a des gens qui adorent la manière dont je parle d'eux sur la chaîne, il y a des gens qui détestent ça. Et j'essaye au maximum de ne pas faire de mal. Et en fait, c'est compliqué parce que des fois tu as des histoires qui sont vraiment compliquées. Je pense à l'histoire autour de Smoby par exemple, avec les 800 employés qui ont été virés parce que la famille du fondateur avait volé un peu plus de 200 millions d'euros dans la caisse. Je sais que, enfin, je le sais, je l'ai subi. Les avocats de la famille du fondateur n'ont pas apprécié ma vidéo. De la même manière, après ma vidéo sur Tintin, j'ai reçu des courriers de la fondation Moulin-Sarr. Donc j'ai un effet sur les gens dont je parle, et moi je pensais vraiment que j'étais un petit gars sur internet que personne ne regardait. Enfin, quand j'ai pris conscience de ça, j'en ai pas trop dormi parce que plus ça va, en plus je vais des fois vers des choses un peu trash. Ça peut être des crimes qui ont eu lieu dans le milieu du jouet, ça peut être aussi et surtout dans le milieu des parcs d'attractions où là ça touche une industrie qui est quand même très très puissante. Et maintenant je fais bien plus attention
à ce que je peux dire sur la chaîne, mais aussi à l'extérieur de la chaîne, quand je rencontre des gens, notamment sur des parcs d'attractions. Parce que, ouais, ça peut aller très très loin. J'ai terminé avec des menottes à Disneyland Paris, je le conseille à personne. En fait, toutes ces histoires-là que je raconte ne m'appartiennent pas, clairement, hein, je ne fais que les partager. C'est parfois chaud parce que c'est des choses qui sont pas censées être racontées au grand public. Là, pour Disney, par exemple, j'avais fait une vidéo sur la journée des Gremlins. C'est une journée qui est à Disneyland Paris, où ils ont eu le malheur de faire une offre, un jouet offert, une place gratuite. Et apparemment, plus de 10 000 enfants sans surveillance se sont pointés dans le parc et ont charclé le parc pendant une journée complète. Au point que le directeur de l'époque s'est mangé une gifle de la part d'un enfant. Tu vois. Enfin, on parle d'un truc vraiment du jamais vu. Je fais une vidéo dessus. Quelques semaines plus tard, je vais visiter le parc et ça se passe bien, mais des employés me reconnaissent, c'est un peu chelou, ils me proposent de visiter des trucs, je refuse gentiment, et la fois d'après où j'y retourne, je me rends compte que cet employé, c'était le directeur de la communication. Et qu'en fait, quand on est dans le parc, on est surveillé. Il y a des implications que je n'imaginais pas dans la vraie vie. Je te cache pas que ma dernière vidéo sur le Puy du Fou a eu aussi des effets. Alors, je pense que ça leur a fait particulièrement mal parce qu'en plus, grâce à ma collection, j'ai pu sortir des documents et des éléments qui étaient absents de toutes les enquêtes sur le sujet. Dans la vidéo sur les parcs historiques, donc, dont le Puy du Fou, là je leur ai ressorti des trucs que même eux n'ont pas. Et du coup, ça me permet d'être inattaquable sur le fond. Après, j'ai toujours peur de me prendre un coup de couteau. Hein. De toute façon, je suis responsable de ce qui se passe derrière. Tu vois, si quelqu'un se tue en allant faire un urbex sur des infos que j'ai données, évidemment que je me sentirai responsable. Donc oui, j'ai une vraie responsabilité vis-à-vis de mes sujets et vis-à-vis du public. Et je t'avoue que c'est compliqué parce que c'est pas un truc qu'on apprend en fait. YouTube, c'est vraiment un truc que n'importe qui peut se lancer et puis ensuite tu te formes sur le tas, quoi. Vraiment en regardant des vidéos de formation sur YouTube. Et toutes ces notions-là, je les avais probablement pas anticipées assez tôt. Enfin, j'essaye de regarder mon sujet de manière globale. Mais pour te donner un très bel exemple de vidéo qui du coup ne sortira jamais, j'ai décidé de bâcher ce sujet-là dans le cadre de ma série Archéopark, donc qui est dédiée au parc d'attractions disparus. Je me rends compte que dans ma collecte, parmi mes vieux papiers, j'ai des articles de presse qui parlent d'un meurtre dans un parc western qui était situé pas très très loin de Nantes. Et donc je monte mon enquête, je me rends compte que j'ai plein de documents, puisque ça fait longtemps que j'amasse des choses, donc j'ai le programme d'une journée, j'ai le truc de l'inauguration, je me dis chouette. Et en fait, je me rends compte que ce monsieur qui a été assassiné par un de ses employés, il avait une famille, et en plus, cette famille, je la connais. Je connais le mec qui a épousé, du coup, son orpheline. Truc horrible. Et c'est là où je me suis dit, en fait, la limite, c'est même pas parce que c'est des gens que je connais, mais c'est que je veux pas faire de mal aux gens. De la même manière, quand on va parler d'histoire du jouet, moi, je sais que beaucoup de collectionneurs se refusent d'aborder certains sujets, notamment la pédophilie, qui reste malheureusement un sujet important dans le domaine du jouet, parce que qui dit enfant dit forcément monstre que ça va attirer. Et on a un exemple avec le réalisateur du film Musclor, sorti en 87 avec Dolph Lundgren, qui du coup non seulement a été accusé, mais par des dizaines d'enfants acteurs. Donc on est certain des faits, même si ça s'est passé il y a trop longtemps pour que ce soit jugé. Ça ne pose pas de question. Mais je sais que je suis le seul, mais de tout l'internet mondial, à avoir fait dans ma vidéo sur le film Musclor une toute petite partie où j'aborde le sujet. J'essaye d'être conscient de ça aussi, que parfois il faut y aller. Je fais des vidéos aussi, par exemple sur des sujets qui m'intéressent moins, ou même qui vont moins intéresser ma communauté, sur des jouets pour filles. Malheureusement, c'est un peu triste, mais ma communauté est à 85% masculine. Mais c'est hyper important de ne pas faire que du Dragon Ball et du Musclor. Surtout quand on fait des recherches comme les miennes, de penser aux gens qui les regardent
en day one quand ça sort, mais aussi de penser aux gens qui les cherchent, qui se poseront des questions dans 10 ans. J'essaye de faire des vidéos qui sont définitives, où j'ai pas besoin de revenir sur le sujet, c'est pour ça que des fois elles sont un peu denses, mais j'aime me dire que j'ai fait des sujets où je pense que personne ne refera un sujet sur Alfred le pingouin, mais le jour où un étudiant en beaux-arts devra étudier la BD des années 20 et tombera sur cette histoire d'Alfred le pingouin, bah, il aura un topo déjà entièrement fait et bien propre pour mieux comprendre les implications d'Alfred le pingouin dans le milieu de la bande dessinée, mais également dans l'aviation. Oui, ça c'est une constante, les sujets sont toujours surprenants, toujours. Il n'y a pas une fois où j'ai réussi à aller où je voulais en commençant un script. Je crois que j'ai commencé comme collectionneur de jouets et j'ai abandonné la partie tangible de ma collection. Ce ne sont que des objets. S'il y avait vraiment un incendie et que je devais choisir entre mon bébé et mes jouets, je crois que je choisirais le bébé, quoi qu'il arrive. Bizarre. Mais au-delà de ça, j'ai conscience aussi, si tu veux, que au-delà de leur valeur pécuniaire ou de leur état physique, leur véritable intérêt, il est dans les histoires. C'est les histoires qu'on peut partager, pas les jouets. Le jouet, il est particulièrement générationnel. Tu vois, je peux te montrer des jouets hyper cool de mon époque. Tu vas rester probablement de glace parce que tu ne les as pas connus et que elles n'élèvent rien en toi. Alors que si je te dis ah mais regarde ça ce jouet dans l'usine a brûlé, il y a eu 3000 morts et du coup le jouet est rare parce que comme tout avait brûlé, bah il y a que un camion qui a pu sortir. Là je pense que tout le monde peut s'y intéresser parce que on va trouver le point d'intérêt, alors qui va être horrible hein, mais la lorgnette qui permet d'intéresser le plus grand monde. J'avoue que j'ai plus trop de rapport avec les sites de collectionneurs hardcore ou même les chaînes monosujets, les mecs qui vont parler que des chevaliers du Zodiaque ou que de Musclor. Parce que, à mon sens, c'est cool hein, de se retrouver avec des gens qui nous ressemblent, avec qui on partage des souvenirs et de pouvoir avoir l'impression qu'on est tous pareils. Mais pour moi, c'est encore plus cool de réussir à convaincre des gens de ta génération de l'intérêt de ces sujets-là, mais en perspective de l'intérêt de ces sujets-là également à votre époque. Moi, j'ai trop hâte qu'il y ait des archéauteurs, enfin, qu'il y ait des types qui parlent de jouets des années 2000 ou 2010. Je suis sûr qu'il y a plein de trucs de ouf à raconter. Alors peut-être que ce sera pour ma retraite. Je passerai du jouet du 20e siècle au jouet du début du 21e. À mon sens, en tout cas, ouais, l'histoire du jouet se partage bien plus facilement que le souvenir. Je pense qu'il n'y a rien de pire qu'un collectionneur qui te montre une vitrine mal éclairée avec des figurines de 10 cm sur des plateaux qui en font 40 et qui te dit ah celle-là elle est hyper incroyable parce que c'est ma mamie qui me l'a offert. Malheureusement tu l'as pas connue sa mamie donc tu t'en tamponnes un peu. Je crois que souvent les collectionneurs en fait collectionnent de manière miroir. Ils essayent de réunir des objets qu'ils ont eus ou qu'ils auraient voulu dans leur enfance. Et là, effectivement, on peut parler d'objets doudou, on peut peut-être même parler de kidulte, même si c'est un terme que je déteste. Kidulte, c'est un terme marketing qui est très utilisé depuis 3-4 ans, qui est né dans les années 2000 d'ailleurs, dans 10e Planète, kidulte, qu'on pourrait traduire par enfulte, mélange, tu vois, une sorte d'adolescent inverse. Mais comme c'est horrible en fult, on a mis un kit devant. Et en gros, ce sont les personnes de plus de 15 ans continuant à acheter des jouets. Ça correspond à peu près à tout ce qui va être jeux de société, figurines de collection. Enfin, ça reste large, mais c'est vraiment le terme marketing pour parler de nous. Après, je t'avoue que je n'ai pas vraiment l'impression d'avoir une tête d'enfulte avec ma grosse barbe. C'est vraiment des termes de professionnels pour convaincre des commerciaux de prendre des cartons, quoi. On va dire que ça fait 25 ans que je collectionne. Pendant 18 ans, j'étais comme tout le monde. J'étais un petit membre de la grande communauté. Et aujourd'hui, le rapport est inversé, c'est-à-dire que je suis Archéotoys, tout le monde me connaît, je suis presque un sujet à moi-même, tu vois ce que je veux dire? Donc,
le rapport avec les communautés a changé au sens où bah, ils me voient plus vraiment comme l'un d'entre eux. Je suis un youtubeur. Donc je suis parfois accusé de tous les maux. J'avais appris il n'y a pas longtemps que visiblement, d'après certains, j'ai accéléré la hausse des prix, puisque j'ai attiré de nouveaux collectionneurs. Donc ça ne plaît pas aux anciens, qui sont pourtant les mêmes, hein, qui vendent tout à vil prix aux nouveaux collectionneurs. Je suis parti des groupes Facebook où il y avait 27 000 collectionneurs, tu vois. C'était trop. Là, c'est vrai que maintenant je suis sur des communautés et des groupes beaucoup plus restreints, avec 200-300 personnes maximum. Mais même là, si tu veux, c'est tout bête, mais si quelqu'un demande mon avis sur un truc, je peux pas me permettre de dire que c'est moche. Parce que c'est pas Romain qui, tu vois, c'est pas moi en tant que collectionneur qui va dire ah bah c'est moche. Non, c'est Archaeotoys qui lui aura dit que c'était moche. Et quelque part, c'est les 80 000 personnes derrière Archaeotoys qui trouvent que c'est moche. Et je veux surtout pas arriver là-dedans, parce que c'est pas du tout le délire, quoi. Je veux jamais être dans le jugement. Ça m'est arrivé de mettre en porte-à-faux vis-à-vis du reste de la communauté, notamment parce que j'ai des principes qui sont importants. Sur l'expression du racisme ou ce genre de choses, il y a des choses que je laisse vraiment pas passer, et également vis-à-vis des violences sexuelles sur les enfants, ce genre de choses. Pour moi, on se doit d'être exemplaire en tant que communauté du jouet, parce que le jour où on entend que les collectionneurs de jouets sont des pédophiles, c'est fini, quoi. Socialement, on est mis au banc. Et c'est déjà arrivé. On s'en souvient plus trop, mais à la fin des années 90, c'était pas très très bien vu d'être un adulte fan de jouets, hein. Les gens se posaient des questions. Et si tu veux, on sait qu'ils sont là. Tu vois ce que je veux dire? Je sais que y a des gens qui sont pas des gens bien, qui suivent, enfin, comme dans n'importe quelle communauté. Mais là, on sait qu'ils sont on sait qu'ils sont là, on sait qu'ils ont probablement ils sont cachés parmi nous. Et il faut être hyper vigilant. Enfin, j'ai déjà participé à des alertes d'ailleurs, sur des gens qui étaient franchement chelous, quoi. Tu vois, ça aurait desservi tout le monde, vraiment. Enfin, au-delà de ma propre communauté, je souhaite ça à personne, de tomber sur des zinzins. Après, c'est aussi un milieu particulier, parce que qui collectionne des jouets, tout le monde n'a pas ce rapport social et sociétal à l'objet comme je peux l'avoir. Souvent, c'est des gens qui ont des failles, c'est des gens qui ont des choses à combler dans leur enfance et qui veulent se réapproprier. Et en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison de collectionner, ni de bonne ou de mauvaise manière. Même les types qui font ça uniquement pour l'argent, probablement que c'est pour financer un autre jardin secret. Je les encenserai pas pour autant, mais le rapport à la collection, et surtout à la collection privée, ce qu'on considère, voilà, ce que n'importe qui peut avoir, est quand même très très particulier, principalement en France. J'aurais pu t'en parler plus tôt, mais par exemple, je connais beaucoup de collectionneurs de placards. Des gens qui n'ont rien de visible chez eux. Et qui ont des collections de tarés, hein. Enfin, je devrais pas dire ça, qui ont des collections exceptionnelles, vraiment des trucs incroyables, mais tout est dans un placard, extrêmement bien rangé. Et du coup, c'est souvent de la négociation avec les proches, hein, pour avoir un vrai espace d'exposition. Mais c'est pas forcément ceux qui en ont le plus qui en parlent le plus. Parfois, c'est des gens enfin, ça m'est arrivé de tomber sur des collectionneurs, je n'aurais jamais imaginé qu'ils étaient collectionneurs. Et d'autres, j'imaginais pas qu'ils étaient collectionneurs, alors que c'était totalement naturel, quoi. Maintenant, c'est vrai que je croise pas mal de gens qui travaillent dans le milieu du jouet, ou même dans la BD, par exemple. Et dans la BD, il y a énormément de collectionneurs de jouets. Mais ça, c'est probablement un besoin avant tout pour les amateurs de mondes imaginaires. Quelqu'un de très droit et de très sûr de lui, peut-être qu'il a moins besoin d'avoir des rappels de son enfance. Et encore, pareil, je fais encore un détour, mais j'ai vu il n'y a pas très longtemps une interview de Jean-Claude ou Jean-Luc Lagardère, le fils Lagardère, donc, qui est quand même un milliardaire. Et sur son bureau Louis XV, dans son appartement haussmannien de malade, il y avait une statue de Tintin
que j'ai reconnue puisque c'est mes copains de chez Faribol qui les fabriquaient, celle-là. Je crois qu'elle est cotée 18 000 euros maintenant, cette statue. Et du coup, même les milliardaires ont ça chez eux. J'ai presque été choqué. Alors effectivement, elle est très chère, mais je m'attendais pas à avoir du Tintin chez un milliardaire. Et en fait, ça explique beaucoup de choses. À mon avis, c'est largement mieux que d'avoir une figurine de Tintin que d'avoir certains produits commerciaux qui viennent de galeries vraiment peu scrupuleuses, qui vendent des choses tout en sachant que ça n'a aucun goût. Tintin, c'est une belle figurine de Tintin. Je pense que c'est Ouais, largement mieux. bah après j'ai tendance à croire que c'est à peu près les mêmes galeries qui vendent les deux, hein. Ouais. C'est assez rigolo d'ailleurs de voir ce qui était considéré comme de la réclame, donc c'est loin d'être de l'art, vraiment très très loin d'être de l'art, devenir justement aujourd'hui des objets cotés. Enfin, moi j'ai halluciné, j'ai des dessins originaux de séries ou de films. J'ai acheté des lots à 30 euros maintenant, quand je regarde les tarifs, c'est du x10 pour chaque pièce, et il y en a 10. Donc je pense qu'on est sur une bulle, comme pour l'art, hein, mais la bulle ne va pas trop tarder à éclater, à mon avis, avec la crise là, qui s'annonce sur 2024-2025. On va voir comment en 2008, beaucoup de gens arrêtaient la collection. C'est vrai que la crise économique de 2008 avait été impressionnante pour ça, où beaucoup de gens ont lâché tout simplement parce qu'ils n'avaient plus les moyens. Et on a vu d'autres gens, euh, plus nombreux d'ailleurs, arriver chercher l'objet doudou. Les gens n'avaient pas forcément beaucoup d'argent, mais ils avaient envie de retrouver leur Tortue Ninja d'enfance, leur Albator d'enfance. Là, les marques l'ont bien compris aujourd'hui, puisque quasiment tout est réédité. J'ai fait des études d'histoire de l'art et d'archéologie. J'ai été médiateur culturel sur plein de projets muséaux très très chouettes. J'ai pu travailler à la base sous-marine de Saint-Nazaire, on faisait des chouettes trucs. J'ai travaillé aussi aux machines de l'île de Nantes. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Et évidemment, j'ai été responsable de médiation autour des armes et des armures au château de Tifauge, conservatoire des armes médiévales de Tifauge. Je crois que c'est le nom complet. Et du coup, j'ai toujours eu, enfin, voilà, j'ai travaillé aussi au musée Louis de Funès, qui a pas duré longtemps, mais disons que j'avais déjà vu des gestions de collections publiques. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est que le public n'imagine pas les montagnes de travail qu'il y a derrière en coulisses dans un musée pour pouvoir rendre un objet exploitable, que ce soit pour l'exposition ou pour les chercheurs. Et c'est aussi pour ça que que j'ai essayé d'avoir cette vision différente de ce que proposaient les autres collectionneurs, en me disant, et si ton Goldorak Jumbo était dans un musée, comment est-ce que il serait exposé, comment est-ce que les gens tourneraient autour, est-ce que il serait tout en haut d'un gros meuble avec un énorme poster derrière. Je crois que pour le partage, il y a rien de plus important que l'approche muséale. Mais le travail à Moirans-en-Montagne, et notamment de Mélanie Bessard, la conservatrice, m'a vraiment éclairé sur plein de trucs. On en a parlé hier, mais le fait qu'elle stocke en réserve ces objets, non pas par taille, ou par série, ou par époque, mais par couleur, ça m'avait complètement scié. Je ne comprenais pas la logique. Et en fait, c'est simple, parce que il faut éviter au maximum les interactions entre plastiques qui pourraient mal finir. On sait que si tu mets les mauvaises popées côte à côte, elles vont fondre carrément. Et c'est vrai que ça a été probablement récemment la plus grosse claque dans ma gestion de la collection. De me rendre compte que des trucs que je faisais depuis très longtemps, c'était pas bien. Et qu'il fallait que je revoie mes standards. Mais quelque part, c'est pas un savoir qui est très partagé. Pour comprendre les interactions entre plastiques ou ce genre de choses, c'est pas, ou même comment bien éclairer une vitrine, c'est pas des choses qu'on trouve facilement en tuto sur internet ou dans des livres dans les musées. Je crois que l'avenir est là-dedans. Maintenant, on n'a jamais eu autant d'objets de collection. On est probablement la génération qui a eu le plus d'objets de collection. On sait qu'aujourd'hui, on va vers un avenir où le plastique et plus largement les produits dérivés vont être de moins en moins nombreux, et quelque part tant mieux, hein. On revient d'un monde
où McDonald's distribuait, je crois, 7 milliards de jouets par an sur 40 ans. Je pense qu'on a vraiment dépassé le besoin. Et maintenant, il va falloir apprendre à mieux les exploiter, à faire en sorte que nos vitrines soient plus jolies, que soient plus simples à partager, que simplement montrer des figurines poussiéreuses tombées sur un socle en disant c'est mamie qui me les a offertes. À mon sens, le vrai défi, il est là, c'est comme ça qu'on saura si dans 20 ans ou 30 ans on continuera à parler de Musclor ou si vraiment c'est simplement générationnel. Est-ce que ce sera devenu des classiques ou est-ce que ce sera juste des curiosités? On sait par exemple que les poupées de collection qui valaient des fortunes au milieu du XXe siècle, aujourd'hui ne valent plus grand-chose, tout simplement parce qu'il n'y a plus de collectionneuses. Des gens qui ont connu les poupées en porcelaine du début XXe ou de la fin du XIXe, il n'y en a plus du tout. Et les familles se retrouvent avec des vrais musées invendables, parce qu'il n'y a plus d'acheteurs. Mais c'est aussi parce qu'elles n'ont probablement pas réussi à partager au-delà de leur propre génération. On le voit par exemple avec bon, Archeo Toys c'est une chose, mais je pense à Toys That Made Us par exemple sur Netflix, ou même plus largement l'émission Affaires conclues sur France 2 avec Sophie Davant. On est en train de prendre un pan différent, à voir jusqu'où ça nous mènera. Affaires conclues, c'était impensable il y a 20 ans. Des fois, je regarde des vidéos de brocanteurs, mais des brocanteurs à presque moins de 100 abonnés qui regardent des émissions, qui réagissent. Ça va être très cool à voir des brocanteurs qui disent mais ils racontent que de la merde. Ouais, c'est exactement ça. Ah bah oui, j'imagine bien le truc, puisque moi-même je regarde plus les affaires conclues, on voit des jouets parce que ça me rend fou. Mais j'ai pu rencontrer des acheteurs d'affaires conclues. Comment il s'appelle celui qui a des lunettes bleues? Il a une boutique à Dauphine dans le nord de Paris et ça m'avait mis une claque puisque un des Goldorak qu'on avait vu, qu'ils avaient acheté déjà beaucoup trop cher dans l'émission, il le vendait presque 3000 € avec la boîte. Et le mien, je l'ai payé 700, ce qui était déjà beaucoup trop cher, tu vois. Et du coup, je me posais la question de qui sont leurs clients. Et en fait, c'est un de mes copains qui est brocanteur là-bas qui m'a répondu en me disant que tous les ans, au moment de la Fashion Week, tu avais tous les directeurs artistiques de chez Balmain, de toutes les grandes maisons de mode internationales, qui passaient à Dauphine et qui achetaient des boutiques complètes. En mode, mon pote vendait des masques César, donc les masques de carnaval des années 60 à 2000, des masques en plastique dur, qui étaient fabriqués à Saumur. Et ils vendent également les moules qu'on servait à les faire, et un moule ça vaut à peu près 5000 €. Et vraiment, je crois que c'est le directeur artistique de chez Balmain qui est arrivé et qu'on a acheté pour 60 000 €, juste pour de la déco. Donc en fait il y a une industrie qui tourne autour de ça aussi, tu vois, il y a les brocanteurs, tu vas avoir les grands acheteurs, tu vas avoir les faiseurs de mode, et au milieu de ça il y a nous, les petits collectionneurs. Que ce soit à la mode ou pas, on continuera à collectionner. Enfin, moi, je me vois pas arrêter. Ou en tout cas, je continuerai à me poser des questions intérieures. Je pense que on va probablement avoir un éclatement de la bulle d'ici quelques années, mais c'est des sujets vers lesquels on reviendra toujours. Je suis sûr que tu n'as probablement jamais vu un épisode de Buffy contre les vampires. Si, ça a été bien élevé. Mais je suis sûr que on aura le droit à des reboots. Là, de toute façon, on est parti à ressucer les mêmes bonbons depuis 30 ans et pour encore 30 ans. L'idée de la dématérialisation pose aussi pas mal de questions sur nos collections. Moi, je pense que, contrairement à ce qu'on a pu entendre sur les NFT et compagnie, les collections de prix, ce qui coûtera des sous, resteront physiques. J'en suis persuadé. Et ta génération, celle d'après, probablement tes enfants, auront probablement beaucoup moins de jouets physiques que ce que ma génération a eu, mais ils seront probablement beaucoup plus précieux. En fait, on va pas pouvoir continuer à avoir 200 kilos de plastique par enfant. Et à mon sens, les enfants ont beaucoup moins de jouets, mais des jouets beaucoup plus chers et qui probablement feront des trucs beaucoup plus incroyable que ce qu'on a aujourd'hui. Tu auras probablement des jouets robotisés en fait. Ouais, ça me fait penser au premier tu pourras parler avec iBot, ouais. Tu vois, ça c'est marrant parce que ça c'est. Alors j'ai sorti une vidéo qui est consacrée aux jouets du futur sur ce sujet. Ça c'était une vraie promesse qu'on nous avait fait juste avant l'an 2000. On allait avoir des jouets qui joueraient tout seuls en fait.
Et c'est un truc qu'on recherchait depuis très longtemps, puisque on avait les premières peluches parlantes, mais qui racontaient des histoires avec des cassettes audio et compagnie, qui pouvaient lire des livres, ça c'était assez ouf, et le milieu des années 80. Et curieusement, bah, j'ai l'impression que ça s'est un peu arrêté. Tu vois, là j'ai reçu il y a pas longtemps le nouveau Furby, il est beaucoup moins technologique que le Furby de 2013. Il est plus en Bluetooth, il est plus en Wi-Fi, presque low-tech en fait. Mais c'est aussi parce que les besoins, les demandes des parents ont changé. Et moi le premier, hein, j'irai pas acheter un jouet qui va sur Internet pour mon bébé. Quand bien même, tu vois, c'est juste des mises à jour ou quoi que ce soit. Il y a trop de questions qui se posent. On sait que les Barbie avec des webcams avaient pu être piratées il y a une dizaine d'années. Je crois qu'on est dans un monde qui en revient de ces problèmes-là, tu vois. En tout cas, dans le monde occidental, on sait que faut probablement moins de choses technologiques. J'ai pu voir des prototypes de jouets, notamment un Buzz l'éclair, on dirait qu'il est vivant, c'est flippant as fuck. Je pense que les enfants auront probablement... Enfin, on mettra moins de masse dedans, mais ils auront un jouet de ouf qui sera capable de tout faire. Je suis en train de décrire Chucky en fait. Mais la notion de collection privée, de complétion, de complétude, elle est hyper intéressante parce qu'on pourrait croire que c'est juste un élément marketing et en fait non. C'est justement pas que du marketing, mais et c'est là où à mon sens on tombe dans le religieux, on tombe dans le sacré. On va compléter une collection de la même manière qu'on va compléter un pèlerinage. Tu vois, pour prouver, d'ailleurs j'en ai parlé avec Nota Bene il n'y a pas très très longtemps, pour prouver que tu as bien été faire ton pèlerinage, qu'est-ce que tu fais au Moyen-Âge? Tu ramènes une figurine. Et je trouve ça génial de me dire que les gens qui faisaient, je sais pas moi, Saint-Claude Paris, enfin ou plutôt Paris Saint-Claude, ben, ils revenaient avec une petite figurine sculptée de Saint-Claude, et puis ils disaient, t'as vu quand même, j'étais à Saint-Claude, hein. J'ai complété les mecs qui font Compostelle, de la même manière, ils vont avoir leur coquille Saint-Jacques sur laquelle ils vont noter les villes. Et bah, on est prêt, enfin, pour moi, un collectionneur est presque dans un pèlerinage en fait. Il y a la notion de quête, alors c'est rigolo puisqu'on utilise beaucoup de vocabulaire arthurien, on cherche le Graal. Euh, J'ai encore jamais rencontré le roi pêcheur, mais peut-être un jour. Mais on tombe, si ce n'est dans le religieux, en tout cas dans le sacré et quasiment dans le mystique. J'ai déjà vu des réactions d'adultes bien sous tout rapport, avec des familles et un travail devant des jouets rares ou des jouets inattendus. N'importe qui perd la boule. De la même manière que je pense qu'on tomberait sur un sanctuaire incroyable, les plus mystiques commenceraient à entendre des voix. J'ai vu des gens avec la fièvre du jouet. Et là-dedans, ouais, il y a quelque chose qui, à mon sens, tend au sacré. Et bon, la miniature est très souvent sacrée, mais j'aime l'idée aussi que, sans le savoir, les collectionneurs perpétuent des habitudes qu'on trouverait chez les Gallo-Romains il y a 1800 ans, où leurs ancêtres avaient leur propre statuette avec leurs pénates, leurs dieux domestiques. Bah c'est presque ça, mais ouais, mes dieux domestiques à moi, c'est Batman et les Tortues Ninja. Quelque part, ils protègent la maison, probablement dans mon inconscient. Bon, là, je t'avoue que on est sur un temple massif, hein. Si c'était un Bouddha, ce serait un très gros Bouddha. Mais ça, les collectionneurs en ont très très peu conscience. Et je t'avoue que c'est presque, moi, ce qui me rend le plus triste, que parfois toute cette passion, tu vois, même la notion de passion, on pourrait simplement dire la passion, c'est quelque chose qu'on fait parce qu'on l'aime et on éprouve de la passion. Non, la passion, c'est la passion du Christ. Tu vois ce que je veux dire? C'est la torture avant de mourir, en fait. Moi, je vois la collection comme une passion, au sens, un certain nombre d'épreuves qui t'amènent à récupérer l'objet ultime, donc on peut appeler le Graal. Mais je vois plus cette notion de passion comme une couronne d'épines que comme un hobby, un simple passe-temps. Le vocabulaire utilisé pour tout ce qui va être occupation domestique et collection en particulier est hyper intéressant. On entretient une collection.
comme on entretient un feu, par exemple, ou une flamme. Il y a presque, oui, on tombe presque sur de l'amour, sur le champ lexical de l'envie. On utilise beaucoup d'acronymes américains, enfin originaires des États-Unis aujourd'hui, mais le simple fait qu'un jeu neuf, pour signifier qu'il est frais, on utilise le mot mint. Donc on dit d'un jouet qu'il est mentholé pour dire qu'il est frais. C'est presque poétique, mais on arrive aussi, c'est presque volontaire, hein, tu sais, d'utiliser des expressions vernaculaires compréhensibles que par nos pairs. Ça nous permet d'évacuer les noobs, donc d'évacuer les gens qui n'ont pas l'habitude. Quand tu postes une annonce sur eBay en utilisant un maximum de mots pour collectionneur, tu sais que la plupart des gens vont pas les comprendre. Tu vois, vent, box, masque, MIB, avec un cerf, jamais sunfad. Enfin, tu vois, je pense que si on montrait ça à un linguiste, il s'arracherait les cheveux. Mais pour moi, on a rendu ces choses savantes en utilisant des mots compliqués, de la même manière qu'on va tenter de garder le saint des saints avec, avec des formules empoulées dans un temple. On va dire que je suis peut-être un iconoclaste au sens propre. J'essaye justement de briser ça, de se dire qu'il n'y a pas que le grand prêtre qui peut parler jouet, mais n'importe qui, en fait, tant qu'on le fait de la bonne manière. Ou en tout cas avec les bonnes intentions derrière. Et les méthodes de recherche que j'utilise pour Archéauteuil sont les mêmes que celles que j'utilisais quand je faisais de la recherche documentaire pour des musées. Tiens, on va faire une visite sur la préhistoire, ok, bon, on va lire tout ce qui a été écrit. Oui, tu m'avais dit que la pop culture faisait culture. On devrait retirer ce pop Mm, qui veut rien dire en fait. J'ai beaucoup étudié Bertolt Brecht et la notion de distanciation. Pour moi, le jouet est génial là-dedans puisque t'es obligé de mettre une distance par rapport au jouet. Tu peux pas croire que effectivement le spectacle raconté par ces morceaux de plastique de 10 cm est vrai. Tu gardes forcément ton esprit critique. Et c'est un truc que les gens n'arrivent pas à faire avec la nostalgie. J'ai beau dire à des gens, ah mais ce dessin animé, tu l'aimes bien, mais il a été produit en Corée du Nord, les gens qui l'ont fabriqué étaient fouettés, et la plupart étaient pendus. Bah, les gens préfèrent se mentir en fait. Ah ouais, Père Castor aussi, c'était comme ça? Moi, je pensais que Ben, c'était... Père Castor c'est moins violent, mais la série Pif Gadget, sortie en 89, pour Ah le ouais, Père je vois. Castor, c'est 6 épisodes de la saison 4, si je dis pas de bêtises. Mais par contre, en plus choquant, la dernière série française coproduite en Corée du Nord, et ça me bute parce que j'ai l'impression que ça n'intéresse personne, c'est la série de Tony Parker, Basket Up, Ah, Basket Up, et qui est sortie en 2011. Donc on parle pas d'un truc des années 80 avec des dictateurs nord-coréens à grosses lunettes, quoi. C'était hier 2011. Donc en alertant sur ces problématiques-là qui peuvent paraître anciennes, j'essaye aussi la plupart du temps de faire en sorte que ça bouge les lignes sur des trucs qui n'ont absolument jamais bougé. Les Italiens continuent en sous-main de chez Dingo Pictures, là, ils font encore des trucs à Pyongyang. mais ça existe toujours, Et Dingo Picture? Je pensais que ouais, c'était... ouais, ouais, ils ont même fait Ouais? un faux plan à mon pote Rack qui devait faire une VF pour une sortie DVD, mais ce mois-ci, hein, et ça s'est pas fait alors que le DVD est sorti. Ils disent que le studio a fermé en 2005, mais ils existent toujours puisque ils continuent de publier des trucs. Ah, moi, je pensais que c'était doublé en Allemagne. Bah, eux, c'est des Allemands, du coup, sous-traités en Corée du Nord. Tu vas avoir Mondo Picture, donc là, faut plutôt aimer le joueur du grenier pour les films de mode, les trucs de chez Mondo, Je vois. qui lui était du coup italien. Et le pire, c'est que les Italiens leur ont même fait adapter des trucs de la Bible. Alors même que si on chope les Nord-Coréens avec une Bible, ils sont exécutés, quoi. Tu as peut-être connu la série Marcellino, qui Ça me passait dans dit Midi les quelque chose. Zouzous, Ça me dit quelque chose. Oui, sur j'ai dû la voir. un petit garçon qui vivait avec des moines, il lui arrivait des aventures, et il pouvait parler avec les animaux. Adapté d'un roman italien ultra catholique, même, enfin, le dernier épisode est à la limite de la propagande, et pourtant entièrement sous-traité en Corée du Nord. Je pense que si, d'une part, les artistes, puisque j'ai même discuté avec des artistes qui avaient bossé sur ces séries et qui ignoraient tout de cette histoire de production en Corée du Nord,
si les artistes, la société civile et plus largement bah, les spectateurs ne prennent pas ça en main, les producteurs iront toujours au moins cher. Tu sais que on avait réussi à faire moins cher que la Corée du Nord en France. On faisait bosser à Angoulême et à Blois des stagiaires, donc pas payés, d'école de BD dans un studio qui s'appelait IDDH à l'époque, et qu'on produit notamment une demi-saison des Tortues Ninja. Euh, Je crois que j'ai vu. La saison 4, je sais pas si tu as vu la vidéo du JDG Oui, j'ai vu le vidéo. sur les tortues, c'est moi qui c'est moi qui l'ai écrit. Du coup, la vidéo du JDG. Ouais, j'avais comme une impression de déjà vu. Ouais. Ah bah je recycle, hein, ça me permet de mettre du beurre dans les pâtes. Mais bah tout ça c'est des non-dits et en gros on arrive au moment, 30 ou 40 ans plus tard, où soit on exploite les sujets, soit on les oublie. Et dans 10 ans, en fait, toutes les preuves auront disparu. Les gens seront morts, tu vois, il n'y aura plus de témoins. Et c'est là où c'est urgent, enfin, c'était urgent quand j'ai commencé Archaeotoys. Là, ça l'est maintenant un petit peu moins parce que on est quand même plus nombreux à s'intéresser à ces sujets. Mais il y a eu plein de trucs où je me suis dit flûte, quoi. Des actes manqués. Il n'y a pas très longtemps, on devait interviewer, enfin, il y a déjà 2-3 ans, on devait interviewer le frère d'Albert Uderzo, Marcel Uderzo, qui l'a longtemps aidé sur la partie publicitaire d'Astérix. Et il est mort 2 semaines avant notre interview. Donc on a été un peu pris de court et je me dis mais mon Dieu, la vidéo de ouf qu'on aurait pu faire, on aurait pu ressortir, enfin étaler sa carrière, sachant qu'il est complètement inconnu, Marcel Uderzo, du grand public. Et là, bah, je sais que c'est trop tard, quoi. On pourra jamais le faire. Donc Il y a des infos perdues à jamais, quoi. Ouais, alors on est en contact avec sa veuve et on va essayer quand même de faire des trucs, mais ce sera jamais la vidéo qui pouvait faire en sorte que Marcel soit reconnu par le grand public. A contrario, je sais pas si il me semble que je t'en avais parlé, on a sorti une vidéo avec où on a retrouvé le mec qui a inspiré le Dîner de con. Tu connais ce film? Non? Si, je Peut-être vois, trop jeune pour l'avoir vu. mais tu veux dire la personne qui organisait les dîners ou la personne qui se faisait inviter au Non, dîner? le vrai con. Ah ouais? Le vrai con, le vrai mec qui faisait vraiment une tour Eiffel, qui est du coup un collectionneur Ah oui, d'objets c'est lui du coup. en D'accord. allumettes. Et donc on a rencontré Michel, qui a 85 ans, que personne n'avait jamais respecté. Et on trouvait ça vraiment ouf, tu vois, de se dire, bah, personne ne lui a jamais dit que ce qu'il faisait, c'était quand même bien, tu vois. Et lui, il vit dans un village où, enfin, je veux dire, il est tellement loin de Paris qu'il a probablement jamais vu le Dîner de con au cinéma, quoi. Donc, Ah, mais je il y a une vois, petite mission là-dedans. c'est même dans le Et, film. Dans le film, il annule, il y a un ben, truc comme ça, non? on voit dans le film, il est joué par Jacques Villeray et on voit vraiment la vraie Tour Eiffel de Michel en photo dans le film. Ah Et d'accord, je là, sais moi j'ai bien, vu ouais, la vraie Tour Eiffel, elle fait 4,50 m. Donc c'est un sacré délire cette Tour Eiffel. C'est vraiment quelqu'un dont tout le monde s'est moqué pendant 30 ans. Et pouvoir avoir cette action-là, si tu veux, pour moi, un collectionneur, c'est surtout un spectateur, en fait. Quelqu'un qui observe et collecte. Là, à contrario, bah, je crois qu'on a créé notre propre collector. Le simple fait d'avoir trouvé Michel, il m'a fallu 1 an et demi pour le convaincre d'apparaître dans la vidéo. Bah, rien que ça vaut tous les objets du monde. Ah d'accord, D'ailleurs, bien, pour la bon. blague, n'hésite pas parce que en plus j'anime une conférence dessus vendredi dans un cinéma après une diffusion du Dîner de con. Mais je crois que ça en dit beaucoup aussi sur la manière dont la génération boomer voyait les collections. S'il n'y a pas eu beaucoup de collectionneurs dans les années 90-2000, c'est aussi parce que c'était une honte socialement. C'était un con. Tu disais que tu collectionnais, je sais pas, les boutons de champagne, on te demandait ce que tu faisais mercredi soir. Donc les gens ont probablement moins partagé. Et moi je trouve ça assez dommage, déjà d'une part, mais surtout bah, je me dis qu'on a une vraie revanche à prendre. Oui, d'ailleurs, c'est ce que tu as très largement engagé déjà. Bah, à mon petit niveau, tu vois, je suis pas sûr que je touche tant le grand public que ça, mais je pense qu'il faut que ce soit un mouvement plus massif, tout simplement parce qu'il y a aussi un déficit médiatique, c'est inimaginable chez nous, mais les produits dérivés aux États-Unis font des news dans les JT.
C'est impensable chez nous d'avoir BFM qui dit cool, pour le prochain Avatar, on sort les figurines, regardez comme elles sont belles et tout, elles seront en vente à partir de telle date, à tel prix. Chez nous, c'est impensable. Chez eux, ils sont vraiment dans une société, enfin, avec une industrie du loisir qui a réussi à pousser les sujets à fond. Alors, je ne dis pas que c'est ce qu'il nous faudrait, mais le simple fait d'avoir des émissions qui parlent de jouets en télévision, pour adultes, là, il y en a 2 ou 3 actuellement, il y en avait 0 il y a 5 ans. C'est vraiment 0 quoi. Tu proposais un truc, on me disait mais vous êtes complètement fou. Aujourd'hui, il y a Lego Master, les rois des Lego. Je suis sur Gulli aussi dans les secrets de vos jouets préférés. Après, moi, j'ai la chance de m'être bien placé et j'apparais quasiment dans toutes les émissions. Je suis un peu le référent, tu vois, le mec qu'ils appellent quand vraiment il n'y a personne. Le bon client, mais je peux pas rester seul. Parce que, ou alors ça veut dire que vraiment je suis dans une niche. Ce serait impensable qu'il y ait une seule personnalité qui parle de jeux vidéo. Là, j'ai eu la chance d'arriver au bon moment. Enfin, la chance, j'avais bossé pour, mais je suis surtout arrivé au moment où personne ne parlait de jouets. Et moi-même, si j'ai lancé, c'est parce que je regardais le joueur du grenier et je me suis mis à grogner parce que il parlait pas de mes sujets préférés et quand il en parlait, il disait de la merde. Donc du coup, ma femme m'a dit, mais si t'es pas content, t'as qu'à le faire toi-même. Et j'ai entendu ça et je me suis dit, ouais, on va le faire nous-mêmes. Et bon, il m'a fallu longtemps hein, pour écrire, pour apprendre à. Je savais pas monter, enfin, j'étais déjà auteur de programmes, mais pas du tout sur ces formats-là. Et ouais, ça m'a demandé peut-être un an d'apprentissage avant d'être entièrement autonome. Mais je suis bien content aujourd'hui de pouvoir faire tout ce que je veux. Si j'ai un sujet qui me vient là cette nuit, grâce à YouTube et aux outils dont on dispose aujourd'hui, je peux faire en sorte de sortir la vidéo demain matin. Bon, j'aurais pas dormi, mais c'est possible. Je connais pas d'autres médias où c'est possible. Peut-être les podcasts. C'est Ouais, moins rigolo. il y a moins d'images, quoi. Bah, il y a moins d'archives cheloues à aller chercher, parce que j'aime beaucoup aller chercher les archives de la mort. Je sais pas si ça se voit sur la chaîne. J'essaye toujours de récupérer la pub que personne n'a vue, le truc bien obscur, et de faire un petit montage dynamique ensuite pour que les gens puissent rigoler un peu. Mais bah, normalement, on reprend les 2 vidéos par semaine début février. Puis bah merci beaucoup pour ton mail dans tous les cas. Si tu as le moindre besoin pour la suite, que ce soit convaincre tes profs que c'est un vrai sujet Ah ou non, quoi, ça t'inquiète ou pas, quoi que ce soit d'autre, j'ai réussi à les convaincre déjà. bon Rien bah que par nickel. l'envie que j'ai réussi à leur transmettre, quoi, enfin, de par l'énergie, quoi, pendant mes présentations. C'est un truc qui les intriguait assez, justement par le fait qu'ils n'en connaissaient pas, ils connaissaient rien. Après ça dépend jusqu'où ils veulent aller parce que enfin le sujet est plutôt cool. Oui, je te disais tu es à Metz toi, c'est ça hein? Je suis à Montpellier. Ah Montpellier, ah oui, non, Mm. ça n'a rien à voir. Oui, tu es un petit peu loin de. T'as une adresse, pourquoi pas, ouais. Ah bah ils ont vraiment travaillé sur la notion de collection et d'artiste, les ponts entre D'accord, les deux. Et il d'accord. a un musée à son nom, il me semble, Tommy Ungerer. Il est entièrement dédié à son œuvre au centre de Strasbourg. Et du coup, il mélange ses œuvres avec sa collection de jouets. Et en gros, pour comprendre l'un, il faut regarder l'autre. Je trouve ça très très cool comme regard croisé. C'est Mélanie Bessard du musée de Moiran. Je pense qu'un entretien avec elle pourrait être hyper intéressant, même vis-à-vis de tes profs et de ta recherche, puisque comme ce que je te disais hier, c'est vraiment une collectionneuse professionnelle. Son but, c'est de rendre les jouets éternels, et elle n'a pas d'affect. Je pense qu'elle travaillerait avec des animaux empaillés de la même manière. Pour elle, c'est un sujet, tu vois, c'est pas une fin en soi. Et du coup, j'étais vraiment content de l'avoir avec nous quand on est allé à Creutzwald pour les archives Hasbro, parce que j'avais clairement pas de légitimité, je suis pas chercheur, à mettre les mains là-dedans, et elle a vraiment pu nous accompagner, et je pense qu'on se complétait. Au musée du Quai Branly, ils ont une collection de robots japonais. Ils en ont plusieurs centaines, et une très belle collection. Euh, Ça peut être assez intéressant pour quelqu'un qui travaille sur la notion de collection de collectionneurs d'aller jeter un coup d'œil au musée Quai Branly, sachant qu'il a vraiment été pensé
de manière à ce que les objets prennent le pas sur le lieu d'exposition. C'est des grandes claques, quoi. Enfin, la première fois que j'y avais été, je m'attendais pas à voir des reconstitutions de cases à l'étage africain, quoi. C'est pas le musée où... Enfin, t'as aussi des vitrines avec plein de statuettes très anciennes, de plein de trucs, mais t'as des espèces de mises en scène qui sont pour le coup très peu muséales et qui sont plus proches de la scénographie. Le musée en lui-même est fou parce que enfin avoir des statuettes sacrées vaudou ou papous qui du coup sont stockés au même endroit que des robots japonais des années 70. Le lien est hyper intéressant et je suis pas sûr que les japonais eux-mêmes voient le lien. Ouais, bah, il y a un gros travail C'est d'humiliation. ouais, ouais, c'est très chouette ce qu'ils font. Bon bah écoute, nickel. Si t'as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Et puis dans tous les cas, bah écoute, c'était un plaisir. Un parcours impressionnant et sincère, guidé par la passion des jouets, la passion des archives, la passion des histoires, de l'histoire, et surtout la passion de transmettre. Nous te remercions. N'oubliez pas d'aller suivre son actualité et son contenu de qualité qui vous plaira très certainement. Si vous ressentez l'envie de comprendre comment et pourquoi ce kaiju motorisé vous fixe du haut de votre étagère, cela se passe sur YouTube @Archaeotoys.